Bonjour, tiers livre, mardi question, même si on n'est pas mardi, mais j'ai des questions. Tout simple, l'appareil photo juste en face, devant la table de travail, c'est encombré en ce moment. L'Atlas des formes d'Éric Tabouki, les épreuves du Goldsmith, le Ovid que je me régale avec, et puis je viens de recevoir le Madeleine Project. Regardez, œuvre numérique, qu'est-ce qu'on fabrique comme papier avec? Je vais vous en reparler de ça. Les questions que j'ai, ça concerne l'édition à la demande. Ça provient d'une étudiante en licence métier du livre. Mais attention, pas n'importe quelle licence, celle de La Roche-sur-Yon, où officie Olivier Herzscheid. Je pense que vous lisez ce blog qui s'appelle Affordance Info. Affordance Info, en un seul mot, Olivier Herzscheid est évidemment... Pour moi, c'est un repère essentiel de la pensée du web. J'avais répondu au premier mail très gentil de cette étudiante que je préférais la réponse par email. Ça lui va. C'est parti. Je vous remercie beaucoup de l'aide que vous m'apportez. Bah, attends qu'elle arrive, l'aide. C'est pas forcément de l'aide qu'on communique notre bazar et nos questions, nos venins. Bien entendu, nous procéderons par mail. Bon, d'accord, j'aurais besoin de quelques éclaircissements, dans la mesure où les documents sur le sujet sont plutôt rares. Oh bah tiens. De plus, il est toujours intéressant d'avoir en sa possession plusieurs opinions provenant d'horizons différents. Alors là, attention dans la méthodo. Moi, c'est pas de l'opinion. L'opinion, on s'en fiche. Et puis, horizons différents. Qu'est-ce que c'est ce bazar? On serait dans la cacophonie. Vous savez, j'aime pas les tables rondes et tous ces machins. On travaille, ouais. Et puis, si on travaille, on prend un truc, on va au bout, on l'examine dans là où ça commence à trembler. Et puis là, on a quelque chose. Tout d'abord, qu'est-ce que l'impression à la demande vous apporte ou vous soustrait en tant qu'auteur? Ben, c'est pas difficile. Ce que ça m'apporte, c'est la liberté et l'indépendance. Un truc né sur Twitter, conversation avec Keith Richards. Et bizarrement d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un jour où j'allais intervenir précisément dans la licence d'Olivier Herzscheid que j'avais commencé à tweeter ces trucs-là. J'ai pas trouvé d'éditeur que ça intéresse, ni le mien, le principal, le Seuil, ni... des éditeurs un peu spécialisés musique ou expérimentation, etc. Je l'ai diffusé en numérique, mais à un moment donné, partir sur l'ergonomie du livre, partir sur le travail de mise en page, partir sur le travail d'approfondissement parce que le livre est lent, a une exigence comme ça de transfert d'objets où vous n'intervenez plus du tout dans la relation avec le lecteur, eh bien, tout d'un coup, j'ai le droit d'être indépendant parce que j'édite et publie moi-même mon livre. À Louvain, par exemple, avant-hier, on me présentait « Il est écrivain, il est aussi éditeur, il a fait du théâtre, etc. » Non, c'est tout. C'est le même écosystème. C'est notre écosystème d'auteurs qui se transplante, qui se transfère, qui s'installe comme ça sur le web, et parce qu'on est installé là, inclut aussi le fait que dans cette relation auteur-lecteur qui passe par le web, il y ait le livre imprimé. Qu'est-ce que ça me soustrait? Ça me soustrait pas mal de nuits, mais les nuits à coder ou les nuits d'ordi, qu'on fasse sur l'impression à la demande ou autre chose, c'est toujours... pareil. Et au niveau de vos droits d'auteur, quels sont les changements? J'ai pas de droit d'auteur. C'est tout simple. Si j'entre dans le système de droits d'auteur avec mes bouquins, d'abord, j'ai créé une structure, peu importe que vous le fassiez à SO ou tout ça, moi c'est ou auto-entrepreneur ou URL. J'ai cette structure, ça me permet d'installer mes bouquins dans des boutiques de commerce en ligne. C'est très bien, j'ai pas à m'en occuper, mais dans ce cas-là, il faudrait que je me signe un contrat entre moi-même et moi-même, en tant que tiers livre éditeur et François Bon auteur. Ça veut dire que dans ce cas-là, les sommes que je transférerais à mon usage, elles seraient soumises par exemple à la sécurité sociale, mais j'ai déjà la sécurité sociale par mon boulot de prof, je l'ai déjà parce que j'ai d'autres... un ensemble aussi de droits d'auteur par mes activités films et tout ça qui font que je suis de toute façon à la GSA. Alors, les quelques picaillons qu'on gagne, oui on en gagne, mais l'appareil qui me filme, là par exemple, je viens de mettre un nouveau micro, il coûte 250, l'objectif il coûte machin truc, etc. etc. L'ordi dont je me sers, c'est un investissement qui me coûte en gros sur sa durée de vie 150 €
€ par mois, c'est normal tout ça. Mais je crois que justement, on entre dans un circuit où l'impression à la demande permet de fabriquer mon labo d'auteur, mais comme ça, directement en transférant sur ces petites choses qui arrivent une part des charges que j'ai. Et je pense que dans la tête, comme ça, il faut arrêter de penser fric, droit d'auteur, à tous ces machins-là, mais c'est pas un problème. Ensuite, je me demande quelle est la valeur ajoutée de l'impression à la demande pour la chaîne du livre. Là, et si on supprimait la chaîne du livre ? D'où elle vient cette expression ? D'un monde ancien où il y avait comme ça l'auteur qui remettait son manuscrit à l'éditeur, qui le faisait passer à ses services de composition, qui l'envoyait à l'imprimeur, se greffait les attachés de presse, puis ensuite ça arrivait chez les libraires. Moi c'est pas chez les libraires mes bouquins, c'est directement via le site. Donc oui, la chaîne du livre, elle est pour moi expression obsolète. Et puis ça supposait le rôle d'une presse littéraire qui intervenait avec ces machins critiques. Vous avez lu les critiques, ils parlent de 15 bouquins sur 400 qui sortent, et puis ça leur suffit, ils parlent tous des mêmes. Cette espèce de machin comme ça, journalistique parasite, alors que précisément par l'interaction réseau, par ce qu'on fait comme ça directement via Facebook, via Twitter, via nos blogs, via nos sites, via YouTube, et là, comme ça, comme on parle, on n'a plus forcément besoin d'une instance de régulation, médiation, prescription, on s'en charge. Et ça, Olivier Hertzscheit a fait un sacré boulot dans ce truc-là. N'est-ce pas, elle, l'impression à la demande, qui va actualiser une chaîne qui se porte mal ? Alors que l'édition se porte mal, quelque part, moi ces dernières années ça a été ça. À quel moment on est toujours dans le deuil ? Mais merde, qu'est-ce que vous foutez ? Mais merde, allez-y, balancez-vous dans le numérique. Mais merde, où est-ce que vous êtes dans la médiation numérique ? Et puis à un moment donné, se dire que est-ce que nous, auteurs, on sombre avec le navire ? J'appelle ça le syndrome Titanic. Baladez-vous dans les couloirs des maisons d'édition avec les piles de manus qui montent jusque-là par terre, et puis les stagiaires des masters Paris 4 qui font tout le boulot, etc. etc. Non, on n'insiste pas là-dessus. Oui, il y a des changements importants dans la chaîne du livre. Hachette, par exemple, était le premier en 2012 à lancer à Maurepas une chaîne de fabrication à la demande en passant par une boîte américaine qui s'appelle Lightning Source qui est à Nashville. Donc on dépose le fichier à Nashville et toutes les commandes passées, Hachette pour l'instant garde le libraire comme ça, comme intermédiaire, mais il suffirait de pousser un petit bouton, puis un petit clic, un petit truc qui est déjà dans leur interface pour que le livre soit envoyé directement à l'adresse du lecteur. On est comme ça dans une bascule toute prête. Et la révolution elle va vite se passer. Alors, moi, ce qui est important, on y va y revenir dans les questions d'après, c'est qu'entre un livre qui est commercial, traditionnel, et un livre qui est impression à la demande, aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence technique. On a les mêmes couvertures, on choisit des papiers qu'on peut avoir, par exemple, là, le papier de mes notes sur Balzac en impression à la demande, un papier bouffant, crème, et il est mieux que l'édition commerciale de Creative Writing de Kenny. On est en train de dépasser ça. Ça veut dire que tous les livres qui se vendent entre 500 et 1000 exemplaires, chez Fayard, chez Stock, chez Grasset, etc., de façon invisible, même pour les services de l'éditeur, bascule dans Maurepas. Qu'est-ce que l'impression à la demande ? C'est les mêmes machines qui fabriquent le traditionnel, mais ces machines s'appuient sur une logistique informatique qui fait que chaque fin de tirage, vous avez une feuille blanche avec un code barre dessus, et le titre change, même si la machine mouline en continu. C'est ça la révolution. Alors, est-ce que ça va sauver quoi que ce soit ? J'en sais rien. C'est plus mon problème. Ce que je sais, c'est que par exemple le groupe Editis a fait une autre usine avec un autre prestataire, et eux parlent directement de les livres qui sortent à moins de 3000 par an. Alors par exemple Amazon crée des mini-stocks. Si votre bouquin sort à 20 par jour, on reste en impression à la demande. Évidemment il y a un seuil où c'est mieux de repasser par les machines traditionnelles. On programme 40 minutes de chargement, ensuite ça vous sort un paquet 40 minutes encore de 3000 bouquins, et ainsi de suite. C'est une espèce d'incrément comme ça.
En impression à la demande, c'est plus cher la logistique informatique, mais on n'a pas ce tampon comme ça incrémenté. C'est la seule différence. Alors Editis lance sa propre chaîne aussi pour tous les trucs du groupe. Donc question par exemple, le seuil qui avait un accord de diffusion avec Editis devait être intégré dans cette chaîne d'impression à la demande toute neuve. Ils ont revendu la boîte, enfin le banquier, la Martinière qui possède le seuil, a revendu ça à un groupe de BD qui s'appelle je sais plus quoi, Média Participation et autres, très, très réjouissant pour nous les auteurs. Et est-ce que du coup il passe à l'édition à la demande? J'en sais rien. Ça ne me tracasse pas. Selon vous, quelles sont les limites de l'impression à la demande? En ce moment, il n'y en a pas. Par contre, il y a quelque chose qui me travaille. Regardez cet exemple. Un fait divers, ça aussi c'est important. Les éditions livres sortis en 1994 aux éditions de Minuit. Minuit n'en vend plus assez pour le garder dans son catalogue, et maintenant un éditeur qui ne vend plus un titre préfère ne pas le réimprimer. Alors évidemment, si vous signez le contrat et que là, moi, le livre n'est plus dispo, je demande les droits et je les reprends. Si vous signez avec votre éditeur commercial et qui vous dit le livre sera disponible en impression à la demande, le livre ne sera jamais caduc. Donc vous récupérerez jamais vos droits, même si lui ne fait plus rien pour le diffuser. Là, mademoiselle qui travaillait votre mémoire, il y a quelque chose où c'est votre voix à vous qui vous saisissez de ces questions qui peut compter. Il faut poser ces questions dans l'espace public et il faut le faire comme ça. Maintenant, note sur Balzac. C'est qui les Happy Few, la petite communauté qui s'intéresse à ce qu'un type dans mon genre, qui a commencé à lire Balzac à l'âge de 15 ans et qui continue toujours à 65, s'intéresse à Balzac? Très peu, mais ce très peu, est-ce que justement c'est pas ça? Est-ce qu'on s'est pas laissé avoir depuis le livre de poche par l'idée que la littérature était une espèce de masse populaire informe comme ça, et plutôt que finalement quelque chose où, comme pour la musique, comme pour l'art, il peut y avoir une relation privilégiée sur des communautés qui s'entrecroisent, qui sont serrées. Je ne demande pas que ma communauté Balzac interfère avec ma communauté Led Zeppelin par exemple, et pourtant ou Lovecraft, même s'il y a des intersections. Mais cette chose comme ça, d'être sur du peu et sur du serré, là pour moi, quelque part, c'est ça qui compte. C'est quoi les livres qui font vivre ces gros crabes qui nous entourent partout? Amazon certainement, mais certainement aussi, je pense qu'aucun de nos éditeurs n'en est indemne. C'est la grosse cavalerie, la cavalerie qui se vend lourd, qui se vend à énormément de titres. Alors par exemple, les vlogueuses, excusez-moi, c'est de genrer la question, c'est pas déterminant, mais il se trouve que c'est comme ça. Beauté ou mode publient leur petit scrapbook ou bullet book. Wow, ça marche bien dans le commerce. Et ça, elles veulent le faire, elles le font en impression à la demande, à une condition. Ces trucs qui se vendent à 100 000 exemplaires, et l'impression à la demande, ce qui est génial, c'est que le livre est fabriqué dans la proximité immédiate du lecteur. Le livre se matérialise dans les mains même du lecteur, quasiment sans intervention autre que robotique en amont. Donc les premières mains à toucher le livre sont celles du lecteur. Et cette matérialisation du livre dans l'espace du lecteur, avec l'imprimerie la plus proche, que vous commandiez à San Francisco, j'ai fait l'essai, j'ai une vidéo là-dessus, ou à Tokyo, ou à Québec, même si c'est pas, on n'y est pas encore... là, il y a du progrès aussi à faire dans la logistique, mais ça avance très vite. Qu'est-ce que disent ces personnes intéressantes qui veulent vendre leur livre à 150 000 exemplaires en 3 semaines et fini? Il leur faut des couvertures glossy et du hardcover. Donc pour mes notes sur Balzac, certainement que Amazon ou CreateSpace, ou lui-même achète, dirait hey, petit mec, on va te le faire une belle couverture rigide à ton Balzac et ce sera glossy ton Balzac. Bah ouais, mais du coup les autres, ah ouais, on veut bien l'impression à la demande, mais faites-nous du hardcover. Donc finalement, les limites sont repoussées par ces choses qui sont le plus loin de la littérature. Là, c'est un des paradoxes. Il y avoir une utilisation pérenne de cet outil. Mais là, par contre, je trouve aussi que c'est une question hyper intéressante. Allez, je vous dis son prénom, elle s'appelle Mélanie. La première fois premier livre, moi, c'était La Folie Rabelais, un essai sur les éditions du Pantagruel, où j'avais demandé à Jérôme Lindon, je l'ai écrit sur mon Atari, est-ce que vous voulez le texte déjà composé? À l'époque, on dactylographiait, Jérôme Lindon envoyait à l'imprimeur, et c'est l'imprimeur qui
réalisait, enfin en tout cas c'était une boutique extérieure à Minuit, qui réalisait la transcription pour l'inscription offset. Et il m'a répondu « Je hais la littérature Macintosh ». Je croyais que cette phrase, j'ai pas eu de grosses difficultés à m'en souvenir. 2 jours après, je reçois un coup de téléphone de mon Jérôme. Envoyez-la moi quand même, votre disquette. Mais vous voyez, l'informatisation, la numérisation de l'édition, ça remonte à 1990, plus d'un quart de siècle. Alors ces progrès, ils sont permanents. C'est-à-dire, par exemple, autrefois, on faisait un tirage, on tirait le livre à 2000, à 6000, à 12 000, à 20 000. La première édition de L'Amant, prix Goncourt de Marguerite Duras, qui a passé les 800 000, c'était 20 000 exemplaires. Maintenant, on a évolué, par exemple, dans quelque chose où on est beaucoup plus à flux tendu, avec des imprimantes très perfectionnées, chères, qui tirent justement par paquet de 3000 sur des espaces de temps de 40 000. Ce qui fait que la gestion de stock est un des points budgétaires qui s'est pas volatilisé, mais a énormément diminué. Avec par exemple des paradoxes. Tenez, ces gros imprimeurs qui ont ces belles imprimantes, qui sont les mêmes que ça, pour la fabrication, le massicotage, la reliure, la couve et tout ça. Au bout de 5 ou 6 ans, ils estiment qu'il faut les renouveler. Donc pour eux, c'est des flux d'investissement et c'est important de renouveler, même si la machine elle est loin d'être en panne encore. À qui ils les vendent? Ils les vendent à la Pologne, à la Roumanie, à toute l'Europe de l'Est, qui se fournit d'imprimantes seconde main, de machines à fabriquer des livres seconde main. Et du coup, vous avez une grande quantité de bouquins comme ça, d'éditions commerciales, qui sont imprimés en Hongrie, en Roumanie. J'ai vraiment rien contre. Au contraire, moi, l'Europe, c'est un truc... ça fait partie du machin. Mais en même temps, dans la disparition des imprimeries françaises, à Tours, sur la Rocade, on a tout un ensemble où l'ancienne cité Maham avait rêvé d'avoir comme ça, devenir une ville de l'imprimerie, et puis c'est plus que des bâtiments morts. C'est tout ça qui se joue dans l'impression à la demande. Mais par contre, l'évolution informatique, c'est-à-dire qu'au lieu de gérer, vous chargez votre PDF et puis vous lancez un tirage de 2500. Tout est déposé sur le serveur et le serveur alimente en continu sur des imprimeries délocalisées une fabrication en continu où change en permanence le titre selon uniquement la demande et le lieu de la demande. Ça, oui, je crois que c'est irréversible et que c'est déjà pérenne. Par exemple, l'impression à la demande, avant, c'était pour 50 ou 100, et puis maintenant, c'est pour 1000 chez Hachette, et puis Editis disait 3000, et puis pour CreateSpace d'Amazon, peu importe du tout le volume. Eux-mêmes, si le livre part régulièrement, par exemple, j'ai mon Commonplace Book de Lovecraft qui part régulièrement, il y a toujours un petit stock de 10-15 qui est géré par algorithme. La dernière question. Pour finir, vous avez écrit dans l'un de vos articles que le print on demand est mort. Et oh, mais attention, elle n'a pas vu que je rigolais dans mon article. Qu'est-ce qui défendait cet article? Je dis, le print on demand est mort, oui, avant de naître. Ça voulait dire quoi? Moi, le print on demand, c'est depuis 2012 qu'on travaille avec Hachette. Ça fait 5 ans. Mais il continue avec Publinet. Moi, maintenant, c'est donc CreateSpace d'Amazon, qui permet l'international, qui permet qui a une interface complètement différente. Passons, je crois qu'il y a un autre enjeu, et c'est là où Hachette va probablement revenir très fort, c'est les partenariats extérieurs. Ceux, par exemple, qu'ils ont avec la BNF. Vous avez 30 000 PDF chez Gallica, et je sais plus, je n'ai pas actualisé mes trucs, avec des logiciels très, très impressionnants qui reformatent les PDF des vieux bouquins d'il y a 200 ans pour qu'ils correspondent en gros, sans qu'on s'en aperçoive trop, aux marges et aux conditions techniques de la fabrication contemporaine. Et donc vous pouvez vous fabriquer pour vous une édition originale de Baudelaire, des Fleurs du Mal, ou une édition fac-similée de la même édition 15 ans après, etc. Et je pense que aujourd'hui, par exemple, il y a un verrou qui se prépare à sauter, c'est tout ce qui s'est fait du point de vue de l'édition numérique. Je ne vends pas la mèche du tout, c'est déjà public dans le métier, un interfaçage entre ce qui se diffuse numériquement, l'e-book, et ce qui se diffuse par l'impression à la demande via Hachette en France, et là, ça va faire mal. Alors, ça a plein de conséquences, et c'est là où je pense que dans vos mémoires et tout ça, il faut aussi que vous appréhendiez ça. C'est avec quels outils? Autrefois, on composait sur Quark Express. Après, c'est InDesign de Adobe qui a tout mangé. Maintenant, en même temps, InDesign, c'est un truc propriétaire où il faut s'abonner à la suite, à Adobe,
tout ça. Et en même temps, par exemple, il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose. Word, le brave Word, dont je m'en servais déjà sur ma bécane en 1993, il y a plus de 20 ans, qui a toujours été un outil de bureautique et pas de création, a pompé très discrètement, très élégamment, toutes les fonctions de base de Adobe. Ça veut dire que si on est dans de la prose, et de la prose, oui, qu'on peut être sophistiqué dans la mise en page, la gestion des bas de page, la gestion des césures, la gestion des sous-titres, tous ces trucs-là, on peut très bien se contenter, c'est ce que je fais, du fichier Word en HTML5 pour fabriquer un livre avec élégance sans passer par le logiciel de création typographique InDesign qui lui va être nécessaire, je pense par exemple pour des choses compliquées comme le bouquin de magnifique Atlas of Forms de Tabouki. Par rapport à cette question sur l'opinion du départ, vous êtes étudiante, vous faites un mémoire, vous êtes en licence, vous avez le culot de le mettre sur un point où il y a beaucoup d'inconnus. Mais je crois que pourquoi à ce moment-là, la solution, ce serait pas d'abord de vous ouvrir un compte chez CreateSpace et de fabriquer un bouquin à l'essai, de publier votre mémoire et d'amener votre mémoire à Olivier Hertzscheit en lui disant « Tiens, mon petit pote prof, regarde, le mémoire, je l'ai fait imprimer sous forme de livre, tu peux le commander sur Amazon, pas toi parce que je te l'offre, mais les autres. » Et là, vous pigerez les trucs. Par exemple, ça me fout la trouille. C'est-à-dire, vous travaillez votre fichier Word, la culture numérique, par exemple, ce qu'on devrait installer dès le lycée, par exemple, dans mon école, dans mon enseignement, j'ai besoin d'apprendre constamment aux étudiants, dire comment vous composez, comment vous utilisez les styles, de quoi est fait le fichier HTML5 du moindre fichier Word, et comment ce fichier-là, on peut le rendre suffisamment sophistiqué pour en tirer l'élégance de la typo et de la composition. Dans cette culture numérique qui commence par qu'est-ce que c'est qu'une page, ou s'il s'agit d'impression fixe, ou s'il s'agit de pages fluides, s'il s'agit d'un support comme celui-ci, ça commence maintenant dès l'étape du fichier de traitement de texte. C'est-à-dire qu'on vous propose des moulinettes où vous chargez votre fichier Word, il vous sort le livre numérique, il vous sort une proposition d'impression à la demande, et là pour moi il y a des enjeux. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un comme moi n'a plus besoin de mettre les doigts dans l'application Sigil qui servait à faire des EPUB. Je suis soulagé de m'en débarrasser parce que mes livres numériques sont ultra simples. Par contre, si j'utilise cette même moulinette pour faire un fichier Word, j'aurai quelque chose qui ressemble à nos presses universitaires en France, c'est-à-dire quelque chose qui est littéralement à chier du point de vue graphique. Donc vous n'aviez pas simplement compris que si je disais dans mon article « Le print on demand est mort », c'était évidemment à prendre au second degré et dire simplement on ne s'aperçoit plus aujourd'hui dans une FNAC, dans une librairie indé, de savoir si un livre qu'on prend chez Fayard ou Stock est composé en print on demand ou s'il est composé à la façon traditionnelle. Je commande une petite boutique qui est à Seattle de St. Yoshi qui s'appelle Hippocampus Press et qui sort la correspondance de Lovecraft qui continue. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 tomes, mais il y en a encore deux là qui arrivent ces jours-ci. Dans la correspondance avec Clark Ashton Smith, je sais que ces bouquins vont être imprimés en Allemagne, vont m'arriver en 48 heures. J'ai l'impression que c'est encore une apparition en plein essor. Évidemment que chaque membre de la chaîne du métier du livre semble s'approprier peu à peu. Laissez tomber la chaîne du livre. Cela semble une grande opportunité pour les éditeurs qui réduisent leur stock. Ça, c'était déjà le truc traditionnel. Le POD supprime le stock, ne le réduit pas, ça ils l'ont déjà fait, et garde les droits sur les œuvres des auteurs. Alors là, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous, la grande bataille aujourd'hui, c'est dire aux éditeurs, on signe, mais on signe tant que tu bosses sur notre livre. Si tu bosses 2 ans, on signe pour 2 ans. C'est ce que faisait Balzac, ou pour 1500 exemplaires. Tu signes tu veux bosser pendant 5 ans, je t'accorde une licence de 5 ans, ça me fait pas peur. Moi, ça fait 30 ans que je publie des livres, mais 10 ans max. Balzac et Victor Hugo ont contribué à imposer que sur les œuvres dépendant de la propriété intellectuelle, on puisse échapper au droit commercial. C'est une exception, et le droit commercial, donc le contrat qu'on signe avec l'éditeur, est aligné sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, je meurs, et dans 70 ans, là, par exemple, un livre des textes de Dunsany,
publié en 1902, mais le mec est mort en 1960 à 96 ans, c'est toujours pas dans le domaine public. Donc là, si vous bossez avec l'édition commerciale, il y a un verrou à faire sauter, ne signez pas de contrat de plus de 10 ans. Et là, il y a un bras de fer qui est terrible, bon, que moi j'ai en partie réglé, parce que comme je fais ça chez moi, alors il y a plein de questions annexes. Par exemple, mon fichier est déposé à Seattle. Est-ce que j'échappe, par exemple, au dépôt légal? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? La question de pérennité, mais est-ce qu'elle a de l'importance si, par exemple, les normes verrou, et c'est pas dans vos questions, Mélanie, je le regrette, un des trucs, c'est que la mise à jour, c'est-à-dire si je remplace un fichier par un autre, le fichier couverture, le fichier intérieur, la diffusion cesse pendant 14 heures, et au bout de 14 heures, le livre est remis à jour. Là encore, donc c'est pas cette idée de mise à jour permanente qui se faisait déjà lentement dans l'édition. On a deuxième tirage, troisième édition, on a toujours les petits trucs achevés d'imprimer qui en donnent le machin. C'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a une espèce de saut comme ça temporel dans la fluidité de ces mises à jour qui est vachement décisif. Mais également les libraires qui diminuent ainsi leur stock, ça par exemple c'est important. Et là je crois, on va arrêter là-dessus parce que c'est trop long, mais par exemple, il y a encore 3 ans, quand je travaillais avec Hachette, ce qui était très impressionnant quand j'allais à mon repas, salut Benjamin, et que je voyais par exemple sortir 3 bouquins d'une traduction nouvelle de Virginia Woolf, qui sont toujours en diffusion chez Publinet, puis voir que c'était Ombre Blanche à Toulouse. Donc le libraire se fait lui-même son stock à sa façon. On retrouve une vieille fonction du libraire qui compose le visage de son stock au lieu d'être soumis comme ça au paquet d'office de rentrée littéraire. 600 bouquins qui arrivent, on prend les 100 premiers, les autres ils sont déjà balancés dans le retour, mais c'est des circuits de finances parasites. Moi ça m'intéresse plus trop. Donc ça, les libraires ont su déjà, ou se sont déjà appropriés l'outil, y compris certains avec une machine d'impression à la demande dans la librairie même. Ça, j'y crois pas beaucoup parce que ça veut dire une machine simplifiée, moins sophistiquée que celle qu'on utilise là. Et la question du transport, de la diffusion, même si ça c'est imprimé à Londres ou en Pologne, bon, ça vous arrive chez vous le lendemain. Il y a une écologie à penser. Ça aussi, je pense que c'est à vous, étudiants, de vous coller là-dessus, sur l'écologie matérielle de la distribution du livre. Albin Michel, ils ont combien de camions? J'ai la réponse, je ne vous la dis pas. Combien d'entrepôts et où? J'ai la réponse, mais je ne vous la dis pas. Et cette écologie, et comparer les coûts comme ça dans la distribution. Ah ouais, il y a une question qui m'a beaucoup vexé dans votre mail. Est-ce l'un des points de Tiers Livre Éditeur de faire de l'impression à la demande? Mais ma chère, vous n'avez pas ouvert mon site? Vous n'avez pas même tenté de commander ce truc-là? C'est la répartition, revenir comme ça à cette question de répartition des coûts. Vous êtes en édition traditionnelle. Je prends Le Clan des Autres de Thomas Vino que j'aurais déjà dû porter à la poste. Prix 17 €, donc on est dans quelque chose de totalement normal, et la qualité graphique de l'objet le justifie. La part éditeur, elle est d'environ 40%. Le reste, c'est la distribution. Les camions, la distrib, le libraire, donc la part libraire qui est énorme, et qui inclut son loyer de centre-ville, qui inclut le salaire des gens qui travaillent pour lui. C'est pour ça aussi que si vous achetez un bouquin à Fnac ou Carrefour, c'est pas du tout la même marge de profit. Et puis dans ces 40% libraires, sur un livre comme ça à 17 €, je pense que la fabrication du livre, c'est quelque chose comme 2,40 € ou 3 €. Enfin, Jean-Maurice de Montrémy me corrigera, c'est réalisé par Graphique NO 59 Anzin, la photocomposition, et il a été imprimé sur les presses de InTempo. Là, c'est pas localisé, donc je pense qu'effectivement, ça doit être en Roumanie, quelque chose comme ça. C'est complètement normal pour un éditeur. En tout cas, un machin comme ça, au plus, c'est 3 € de fab. Donc 17 €, l'éditeur, je pense, c'est à 8 €, dont 3 € de fab, il lui en reste 5. Dans ces 5, Thomas Vino a signé à 11%, mais je me mêle de ce qui me regarde pas, c'est juste parce que le truc est là, mais c'est pour tout le monde pareil. S'il a signé à 11%, 11% de 17 €, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il touche 1,20 € sur le bouquin. Moi, je sors mes trucs beaucoup moins cher, je les sors à 11 €. Mais la fab, elle me coûte le même prix, 2,40 €, quelque chose comme ça.
Donc Amazon se sert lourdement, mais Hachette ça aurait été pareil. Donc il y a une grosse marge Amazon, évidemment, qui prend de l'ordre peut-être de 30% sur l'ensemble. Mais c'est-à-dire si je vends le truc 11 euros, j'enlève 3 euros de fab, comme tout le monde, et c'est de la belle fab, et j'enlève les 30% de la com, de la prestation Amazon, ben il me reste 5. Qu'est-ce que j'en fais de ces 5 euros? Évidemment, là, par exemple, d'ici la fin du mois, il faut que je paye la taxe forfaitaire pour les entreprises réseau. On me demande 480 de taxes alors que je suis dans une pièce pour laquelle je paye déjà une taxe d'habitation. Parce que donc, évidemment, il y a tous ces trucs-là. Je vous ai dit, le matos, ces machins-là. Et là, il y a une question économique à ouvrir, mais ça ne relève pas de l'opinion. On en reparlera sur d'autres choses au prochain numéro des questions. Au revoir.